Anna entendit un cri alors qu'elle descendait l'escalier de service avec un plateau de vaisselle sale. Strident, bref, il fut instantanément étouffé, comme si on avait plaqué une main sur la bouche de celui qui criait. Puis un bruit sourd, le silence. Elle se figea sur les marches, serrant le plateau contre sa poitrine. La porcelaine tinta doucement. Son cœur battait si fort qu'elle crut que toute la maison pouvait l'entendre. Le cri venait de l'ALS, du bureau du défunt vicomte, ce même bureau où il était formellement interdit aux domestiques d'entrer sans permission. Anna savait que le plus prudent aurait été de faire demi-tour et de partir, de prétendre n'avoir rien entendu. Elle n'était qu'une gouvernante au service du domaine de Ravensford depuis un peu plus d'1 an. Ce n'était pas à elle de se mêler de ce qui se passait derrière les portes closes de ses maîtres. Mais quelque chose dans ce cri, dans son désespoir, dans son silence soudain, la poussa à avancer. Elle posa le plateau sur le rebord d'une fenêtre, ôta ses chaussures pour ne pas faire claquer ses talons sur le parquet, et traversa le couloir pieds nus. Le vieux manoir craquait et soupirait comme une créature vivante. Le vent sifflait dans les conduits de cheminée. Les lattes du plancher grinçaient sous les pas invisibles des fantômes du passé. La porte du bureau était entr'ouverte. La lueur des bougies filtrait par l'interstice. Anna s'approcha, retenant son souffle. Elle se colla au mur et jeta un regard prudent à l'intérieur. Ce qu'elle vit resta gravé à jamais dans sa mémoire. Sur le sol, près du bureau massif en chêne, gisait un homme, immobile, face contre terre. Une tache de sang sombre s'étendait sur le tapis depuis sa tête, s'imprégnant dans la laine précieuse. Au-dessus de lui se tenait le jeune vicomte Blackwood, l'héritier du domaine, qui n'avait pas encore 30 ans. Grand, les épaules larges, ses cheveux sombres en désordre, comme s'il y avait passé les mains 1000 fois. Son costume était maculé de taches, des taches sombres et humides. Dans sa main, il tenait un lourd chandelier en bronze. Anna porta une main à sa bouche pour étouffer un cri. « Mon Dieu !» murmura le vicomte d'une voix tremblante. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Il tomba à genoux près du corps, toucha l'épaule de l'homme l'étendue. « Père, père, je vous en supplie, réveillez-vous. Père. » Le vieux vicomte Blackwood. Anna ne l'avait vu que quelques fois. Un homme corpulent au visage rougeau et aux manières rudes, qui inspirait la crainte à tout le personnel. Il n'était revenu de Bath que la veille, alors qu'il aurait dû y rester encore 1 mois. Et maintenant, il gisait, mort, sur le sol de son propre bureau, tandis que son fils se tenait au-dessus de lui, avec un chandelier ensanglanté. Anna recula. Il fallait partir, tout de suite, immédiatement, avant qu'il ne la remarque. Mais le plancher grinça traîtreusement sous son pied nu. Le vicomte Blackwood se retourna avec une telle rapidité qu'elle n'eut même pas le temps de respirer. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient marron foncé, presque noirs dans la pénombre du bureau. On y lisait le choc, l'horreur. Et autre chose encore, quelque chose qui ressemblait à du désespoir. « Qui est là ?» Sa voix trancha le silence comme une lame de couteau. Anna ne pouvait ni bouger, ni parler. Elle restait là comme pétrifiée, fixant cet homme, ses mains ensanglantées, son visage déformé par le chagrin et la terreur. Il fit un pas vers la porte, l'ouvrit en grand. La lumière du bureau éclaira Anna, la tirant de l'obscurité du couloir. « Vous, » dit-il en la reconnaissant. « La gouvernante. Comment vous appelez-vous » « Evans. » Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Nicholas Blackwood la fixa longuement, si longuement qu'elle eut l'impression qu'il comptait chaque tache de rousseur sur son visage, chaque mèche de cheveux blonds vénitiens qui s'échappait de sa coiffe. Puis son expression changea. Elle devint dure, impénétrable. Un masque tomba sur ses traits, dissimulant toute émotion. « Entrez !» ordonna-t-il, « et fermez la porte. » Anna ne bougea pas. « Milord, je n'ai rien vu. » « Ne mentez pas, coupa-t-il. « Vous avez vu, vous avez tout vu. » Il recula pour la laisser passer. « Entrez, tout de suite. » Ce n'était pas une demande.
C'était un ordre. Et Hannah, malgré chaque instinct qui lui hurlait de fuir, entra. Le bureau était meublé de lourds meubles anciens. Des armoires en chêne sculptées, des fauteuils en cuir, des murs couverts de trophées de chasse. Une odeur de tabac, de vieux livres et d'autres choses. Quelque chose de métallique et de doucereux, le sang. Hannah se força à regarder le corps. Le vieux vicomte gisait sans vie, et aucune prière ne pourrait le ramener. « Vous l'avez tué, murmura-t-elle. Ce n'était pas une question. » Nicolas Blackwood ferma la porte, lui tourna le dos et s'appuya contre elle de ses deux mains. Ses épaules tressautaient. « Non, dit-il d'une voix rauque. Oui, je ne sais pas. » Elle fronça les sourcils sans comprendre. Il se retourna, passa une main sur son visage, étalant le sang sur sa joue, sans même s'en apercevoir. « Je suis entré ici il y a 5 minutes. Je l'ai trouvé déjà comme ça, étendu. J'ai couru vers lui, j'ai essayé de l'aider, et c'est là que j'ai compris. » Il s'interrompit, déglutissant. Il était encore en vie. À peine. Il essayait de dire quelque chose. Et puis il a saisi ma main, il a tiré. J'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé sur lui. Il a poussé un cri et s'est tu. Hannah écoutait, s'efforçant de comprendre. Monsieur Samat, vous voulez dire que vous ne l'avez pas frappé? Non? Nicolas jeta le chandelier sur le bureau avec une telle force qu'il rebondit, laissant une marque sur la surface polie. J'ai ramassé cette maudite chose en cherchant qui aurait pu l'attaquer. Mais il n'y avait plus personne. Alors, quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un a frappé mon père, l'a laissé pour mort et a disparu. Il s'approcha de la fenêtre, écarta les lourds rideaux. Dehors, c'était la nuit. Une nuit épaisse et impénétrable. Et moi, je suis entré juste après, quoi. Comme un idiot. Et maintenant, il eut un rire sans joie. Maintenant, je me tiens au-dessus du corps, avec un chandelier ensanglanté à la main. Et le seul témoin est une domestique qui pourrait très bien rapporter ce qu'elle a vu. Hannah sentit un frisson lui parcourir le dos. « Je ne suis pas une domestique, corrigea-t-elle doucement. Je suis la gouvernante. Et je n'ai pas l'intention de vous dénoncer. » Il se retourna, plissant les yeux. « Pourquoi pas? Vous pourriez obtenir une récompense. » La gratitude de la police. Peut-être même une lettre de recommandation qui vous assurerait une place dans n'importe quelle maison d'Angleterre. « Parce que je ne crois pas que vous ayez tué votre père, » répondit Hannah, surprise par ses propres mots. Mais c'était la vérité. Quelque chose en elle, une intuition, un instinct, lui disait que cet homme n'était pas un meurtrier. Nicolas la regarda longuement, puis il hocha lentement la tête. « Alors nous avons un problème, mademoiselle Evans, car même si vous me croyez, la police ne me croira pas. Ils verront la même chose que vous. Un fils debout au-dessus du corps de son père. Le mobile est là, j'hérite de tout. Les preuves sont là. Et le véritable assassin a disparu. » Hannah comprit où il voulait en venir. « Vous voulez cacher cela, » dit-elle lentement. « Non, on ne peut pas cacher une mort. Mais je veux gagner du temps. Trouver le vrai coupable avant qu'on ne m'accuse. » Il fit un pas vers elle, et elle vit dans ses yeux une détermination froide et dure, celle d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. « Et j'ai besoin de votre aide. »« La mienne, je ne suis que... » « Vous êtes la seule à connaître la vérité, » l'interrompit-il, « et la seule qui puisse me fournir un alibi. » Hannah recula. « Vous voulez que je mente? »« Je veux que vous m'aidiez, » dit-il en s'approchant, non pas de manière menaçante, mais presque suppliante. « Dites que vous étiez avec moi dans une autre partie de la maison au moment de la mort de mon père, que je ne pouvais pas être ici. Quelques semaines, c'est tout ce dont j'ai besoin, pour trouver le meurtrier, pour prouver mon innocence. » Et si vous ne le trouvez pas? Il ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. La réponse se lisait dans ses yeux. Alors, il serait pendu, pour un crime qu'il n'avait pas commis. Hannah le regardait. Cet inconnu, ce vicomte,
cet homme d'un autre monde. Elle aurait dû refuser. Elle aurait dû prévenir les autorités, les laisser s'en charger. Mais quelque chose la retenait. Peut-être le désespoir dans ses yeux. Peut-être son intuition qui lui répétait qu'il disait la vérité. Ou peut-être simplement la lassitude d'une vie où elle avait toujours été invisible, docile, obéissante, silencieuse. « Que m'offrez-vous en échange ?» demanda-t-elle, étonnée de sa propre audace. Nicolas se figea. Puis il sourit lentement, sans joie, mais avec soulagement. « Tout ce que vous voudrez. De l'argent, une protection, un poste. Donnez votre prix, mademoiselle Evans. » Anna réfléchit. Elle pouvait demander une fortune, s'assurer un avenir à vie, mais les mots qui franchirent en ses lèvres la surprirent elle-même. La vérité. Je veux connaître toute la vérité. Qui a tué votre père et pourquoi? Et quand vous trouverez le coupable, je veux être là pour voir la justice rendue. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Un prix inhabituel, remarqua-t-il. Je suis une femme inhabituelle, milord. Le coin de sa bouche tressaillit dans ce qui ressemblait à un sourire. On dirait bien. Il tendit la main. Alors, marché conclu. Anna regarda sa paume, tachée de sang, tremblante de tension. Son visage pâle, tourmenté, mais résolu. Elle savait que ce pacte changerait sa vie. Peut-être la détruirait-il. Mais pour une raison inconnue, elle ne pouvait pas refuser. Marché conclu, accepta-t-elle en lui serrant la main. Ses doigts se refermèrent sur sa paume, fermement, désespérément, comme un noyé s'agrippant à une bouée de sauvetage. Et à cet instant, dans ce bureau baigné par la lueur des bougies et l'ombre de la mort, un lien se créa entre eux. Fragile, dangereux, fondé sur le mensonge et le désespoir. Mais un lien. Dehors, le vent se leva, hurlant dans les cheminées du vieux manoir, comme pour annoncer une tempête. La tempête ne faisait que commencer. La première chose que fit Nicolas Blackwood fut de lâcher sa main et de se diriger vers la porte. « Nous devons agir vite, dit-il, sa voix ayant changé. Elle était devenue ferme, autoritaire. La voix d'un homme habitué à prendre des décisions dans les situations critiques. Dans quelques minutes, le corps sera découvert officiellement. Mais avant cela, nous devons donner l'impression que je n'étais pas ici. » Anna hocha la tête, essayant de calmer le tremblement de ses genoux. « Que dois-je faire ?» Il la jaugea d'un regard où il n'y avait rien de personnel, seulement du calcul. « Vous êtes venu dans l'ailette pour fermer les volets des chambres d'amis. C'est bien votre tâche ? » ?»« Oui. Le soir, je fais toujours le tour de la maison. »« Bien. Vous avez donc entendu un bruit de chute venant du bureau. Vous avez jeté un œil à l'intérieur et découvert mon père. Seul. Vous ne savez pas depuis combien de temps il est là. Vous êtes immédiatement parti à ma recherche. Et où étiez-vous pendant ce temps ? » Nicolas réfléchit une seconde. « À la bibliothèque. Je travaillais sur des papiers. La porte était fermée, donc personne ne m'y a vu, mais cela expliquera pourquoi je n'ai rien entendu de suspect. La bibliothèque est dans l'aile ouest, remarqua Anna. C'est trop loin pour entendre quoi que ce soit d'ici. Exactement, dit-il avec un signe de tête approbateur. Vous êtes perspicace, mademoiselle Evans. Elle ne répondit pas au compliment. Son esprit analysait les détails. Et le sang sur vos vêtements ? Nicolas regarda son costume taché, une redingote vert foncé maculée, une chemise blanche avec des traînées rouges. Quand vous m'aurez conduit ici, je me serais précipité vers mon père pour tenter de l'aider. J'aurais soulevé sa tête. D'où le sang. C'est plausible, convint Anna. Une réaction naturelle pour n'importe quel fils. Ils se regardèrent dans la faible lueur des bougies. Et Anna réalisa soudain l'absurdité de la situation. 1 heure plus tôt, elle était une simple gouvernante dont le principal souci était de superviser les livraisons de savon et de bougies. À présent, elle se trouvait dans une pièce avec un cadavre et planifiait un mensonge qui pourrait sauver le vicomte de la Potence. Ou les eût envoyés tous les deux,
si la vérité éclatait. « Vous pouvez encore changer d'avis, » dit Nicolas, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Dites la vérité, et je ne vous en voudrai pas. » Anna secoua la tête. « Nous avons conclu un marché, milord. Je ne suis pas du genre à manquer à ma parole. » Quelque chose brilla dans ses yeux. Du respect, peut-être. Alors allez-y. Donnez l'alerte. Réveillez le majordome. Qu'il envoie chercher le médecin et le constable. Et moi... Il regarda ses mains, je vais me remettre en état, autant que possible. Anna se tourna vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. « Milord, dit-elle doucement, si vous êtes vraiment innocent, qui alors? Qui pouvait en vouloir à votre père ?» Nicholas Blackwood se tenait près de la fenêtre, et la lumière des bougies projetait des ombres sur son visage, le faisant paraître plus vieux, plus épuisé. « Si je le savais, mademoiselle Evans, répondit-il avec lassitude, nous n'aurions pas cette conversation. » Les heures qui suivirent passèrent dans une agitation fébrile. Anna réveilla le majordome. Monsieur Pemberton, un homme sec d'une cinquantaine d'années, aux cheveux poivre et sel, et à l'allure qui inspirait le respect même à ses maîtres. Il écouta son récit confus, pâlit, mais ne laissa rien paraître. « Restez ici, mademoiselle Evans, » ordonna-t-il. « Je vais réveiller monsieur le vicomte et envoyer chercher le docteur Fitzwilliam. » Les domestiques du domaine de Ravensford vivaient dans une aile séparée, et la nouvelle de la tragédie se répandit instantanément. Hannah vit des bougies s'allumer aux fenêtres, des femmes de chambre en bonnet de nuit chuchoter dans les couloirs, des palefreniers se hâter pour sceller un cheval pour le messager. Le docteur Fitzwilliam arriva 40 minutes plus tard. Un homme corpulent au visage bienveillant et aux yeux intelligents, derrière des lunettes rondes. Il fut suivi une demi-heure plus tard par le constable Harrison, le représentant local de la loi, qui connaissait la famille Blackwood depuis de nombreuses années. Anna fut interrogée la première. Elle était assise dans le petit salon, une pièce tapissée de papier peint couleur rose fané, avec des portraits d'ancêtres au mur, et une odeur de lavande provenant des bouquets séchés dans les vases. Le constable Harrison s'installa en face d'elle, sortit un carnet et un crayon. « Alors, mademoiselle Evans, » commença-t-il doucement, « racontez-moi ce qui s'était passé. Depuis le début. Prenez votre temps. » Anna croisa les mains sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Elle avait changé de robe, cachant la précédente dans sa chambre. Elle portait maintenant la sobre robe grise de gouvernante, avec un col montant et de longues manches, un tablier blanc amidonné et une coiffe sous laquelle ses cheveux étaient soigneusement rangés. Une tenue, stricte et respectable. « Je faisais le tour de la maison, » commença-t-elle, en s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Je fermais les volets des chambres inoccupées. C'est ma tâche chaque soir. En passant devant le bureau du défunt vicomte, j'ai entendu un bruit étrange, comme si quelque chose de lourd était tombé. À quelle heure était-ce? Vers 9h30 du soir, si je me souviens bien. Le constable prenait des notes. Continuez. J'ai hésité. Je savais qu'il était interdit d'entrer dans le bureau sans permission. Mais le bruit était inquiétant. J'ai entrouvert la porte et j'ai vu. Elle marqua une pause, feignant le choc. J'ai vu sa seigneurie étendue sur le sol. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. J'ai couru chercher monsieur Pemberton. Il est parti chercher le jeune vicomte. Avez-vous vu quelqu'un d'autre, avant ou après avoir découvert le corps? Anna secoua la tête. Personne. La maison était silencieuse. La plupart des domestiques étaient déjà couchés. Harrison tapotait son carnet avec son crayon, réfléchissant. Et le jeune vicomte? Où était-il? Je ne sais pas, monsieur. Monsieur Pemberton l'a trouvé à la bibliothèque, je crois. Mais je ne l'ai pas vu avant qu'il n'arrive dans le bureau. Le constable hocha la tête, prenant des notes. Puis il regarda Hannah attentivement. « Vous travaillez ici depuis longtemps, mademoiselle Evans? » « Un peu plus d'1 an. » « Et comment décririez-vous les relations entre le père et le fils ?» Anna hésita. C'était une question dangereuse.
Je suis la gouvernante, monsieur, répondit-elle prudemment. Ce n'est pas à moi de juger les affaires de mes maîtres. Néanmoins, vous les avez observés. Vous avez dû remarquer quelque chose. Elle soupira comme à contre-cœur. Il n'était pas proche. Le vieux vicomte était un homme strict, exigeant. Le jeune vicomte partait souvent à York ou à Bath pour ne pas rester ici trop longtemps. Ici, qui se disputait? Oui. Cela arrivait, mais pas plus que dans n'importe quelle autre famille où un père et un fils adultes ne sont pas d'accord. Harrison nota cela, puis ferma son carnet. Merci, mademoiselle Evans. Vous avez été très utile. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, je vous prie de m'en informer immédiatement. Elle hocha la tête et sortit du salon, les jambes flageolantes. Dans le couloir, Nicolas Blackwood l'attendait. Il s'était changé. Il portait une redingote noire, un pantalon noir, une chemise blanche sans fioriture. Un costume de deuil qu'il avait probablement sorti de sa garde-robe en un temps record. Ses cheveux étaient lissés, son visage lavé. Seuls ses yeux trahissaient l'attention. Des cernes sombres en dessous, des veines rouges dans le blanc. « Mademoiselle Evans », dit-il formellement, mais son regard était interrogateur. « Tout va bien, milord », répondit-elle à voix basse pour que personne n'entende. « J'ai raconté ce dont nous avions convenu. » Un éclair de soulagement traversa son visage, mais il le dissimula rapidement. « Je vous remercie. C'est maintenant mon tour. S'il vous plaît, reposez-vous. Vous semblez épuisé. » Elle inclina la tête et se dirigea vers l'escalier menant au quartier des domestiques. Mais elle ne parvint pas à dormir. Allongée dans sa petite chambre sous les toits, une chambre au plafond mansardé, avec un lit étroit et une unique fenêtre donnant sur le jardin, qu'elle écoutait tout le vent siffler dans les interstices, les lattes du plancher grincer, et les gens marcher et chuchoter quelque part en bas, décidant de la suite des événements. Elle pensait à leur pacte, au fait qu'elle avait lié son destin à un homme qu'elle connaissait à peine, au fait que si la vérité éclatait, elle serait accusée de complicité. Mais par-dessus tout, elle pensait à ce moment où leurs mains s'étaient jointes, au désespoir dans ses yeux, à la façon dont quelque chose en elle avait répondu à cet appel. Elle n'était pas naïve. Elle savait que les vicomtes ne se liaient pas d'amitié avec les gouvernantes, qu'un abîme les séparait, infranchissable par quelque pacte que ce soit. Et pourtant, le sommeil ne venait pas. Le matin se leva, gris et humide. Octobre dans le Yorkshire était rude. Des pluies, des brouillards, des vents froids venant des Landes. Anna se leva au chant du coq, se lava à l'eau glacée de la cruche, s'habilla et descendit à la cuisine. Les domestiques y étaient déjà rassemblés, chuchotant, discutant de ce qui s'était passé. La cuisinière, Madame Hollis, une femme corpulente au visage rouge et au cœur bon, joignit les mains en voyant Hannah. « Ma pauvre enfant, comment vas-tu? On dit que c'est toi qui as trouvé sa seigneurie. »« Oui, » répondit doucement Hannah. C'était horrible. Les femmes de chambre l'entourèrent, la questionnant, lui exprimant leur sympathie. Hannah répondait brièvement, de manière évasive. Moins on en dit, moins on risque de se tromper. Monsieur Pemberton entra dans la cuisine, et tout le monde se tut. Le constable Harrison a terminé son enquête préliminaire, annonça-t-il. La conclusion préliminaire du docteur Fitzwilliam est que la mort a été causée par un coup porté à la tête avec un objet contondant. L'heure du décès se situe entre 9h30 et 10h du soir. Il marqua une pause. L'enquête se poursuit. Pour l'instant, personne ne quitte le domaine sans l'autorisation du constable. Continuez à accomplir vos tâches. Le jeune vicomte demande que tout reste aussi normal que possible. Les domestiques hochèrent la tête. Pemberton regarda Anna. « Mademoiselle Evans, sa seigneurie souhaite vous voir à la bibliothèque. » Immédiatement, son cœur rata un battement, mais elle acquiesça calmement. « J'y vais, monsieur Pemberton.
Elle traversa la maison, passant devant les salons aux rideaux tirés, la salle à manger où la table était mise mais où personne ne s'apprêtait à déjeuner, la galerie de portraits où les ancêtres des Blackwood la fixaient de leurs regards sévères. La bibliothèque se trouvait dans l'aile ouest, comme l'avait dit Nicolas. Une pièce spacieuse au haut plafond, remplie de livres du sol au plafond. Près de la fenêtre se trouvait un bureau massif, couvert de papier. Des braises rougeoyaient dans la cheminée. Nicholas Blackwood se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin où la pluie d'automne transformait les allées en boue. En entendant ses pas, il se retourna. Il avait encore plus mauvaise mine que la nuit, comme s'il n'avait pas dormi du tout. Ses yeux étaient cernés, ses pommettes saillantes, ses lèvres serrées en une fine ligne. « Mademoiselle Evans, dit-il, fermez la porte, s'il vous plaît. » Elle ferma la porte et resta debout, les mains jointes devant elle. « Vous vouliez me voir, milord ?» ?»« Oui. » Il se dirigea vers le bureau, sortit d'un tiroir une petite bourse en cuir. Il la lui tendit. « Ceci est à vous. Comme nous en avons convenu. » Anna ne prit pas la bourse. « Je n'ai pas demandé d'argent, » rappela-t-elle. « Je sais. Vous avez demandé la vérité. » Nicolas posa la bourse sur le bureau. « Mais avant que je ne puisse vous la donner, vous devez être protégé. Il y a 100 livres dans cette bourse. C'est assez pour partir si les choses tournent mal. Pour commencer une nouvelle vie quelque part où personne ne vous connaît. » Anna regarda la bourse. 100 livres. Une somme énorme pour une gouvernante. Plus que son salaire annuel. « Vous pensez que les choses vont mal tourner ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Le constable Harrison ne me soupçonne pas encore ouvertement. Mais je le connais. Il est méthodique. Il creusera jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. Ou quelqu'un sur qui faire porter le chapeau. Et ce pourrait être vous. Oui. » Il arpenta la bibliothèque, les mains derrière le dos. « J'avais un mobile. J'hérite du titre, des terres, de la fortune. Mes relations avec mon père étaient intendues, tout le monde le sait, et je n'ai pas d'alibi, à part votre parole, à laquelle ils ont cru, pour l'instant. Mais si Harrison commence à vous soupçonner de mensonge, il détruira notre histoire en 1 minute. » Nicolas s'arrêta, la regarda. « C'est pourquoi je veux que vous soyez prête à partir. À tout moment. Si vous sentez le danger, prenez l'argent et fuyez. Ne vous retournez pas. » Anna releva le menton. « Je ne suis pas du genre à fuir, milord. »« Alors vous êtes plus sotte que je ne le pensais, » trancha-t-il, « ou plus courageuse. Je ne sais pas ce qui est pire. » Ils se regardèrent, lui, dans son costume de deuil, elle dans sa modeste robe grise de gouvernante. 2 personnes de mondes différents, liées par le mensonge et la nécessité. « Parlez-moi de votre père, » demanda Anna, à sa propre surprise. Qui pouvait lui en vouloir? Nicolas eut un sourire sans joie. « Vous voulez la liste complète? Cela prendrait des heures. Alors commencez par les plus probables. » Il réfléchit, puis hocha la tête, comme s'il avait pris une décision. Il s'assit à son bureau et lui désigna un fauteuil en face. « Asseyez-vous, mademoiselle Evans. Si nous devons travailler ensemble, vous devez savoir à quoi vous avez affaire. » Anna s'assit, le dos droit. C'était étrange de s'asseoir dans un fauteuil destiné aux invités, tandis que le vicomte s'adressait à elle presque comme à une égale, mais elle ne laissa rien paraître. Nicolas s'adossa à son fauteuil, une expression indéchiffrable sur le visage. « Mon père était un homme complexe, commença-t-il. Dur, autoritaire, habitué à obtenir ce qu'il voulait, à n'importe quel prix. Il a bâti sa fortune non seulement sur ses terres, mais aussi sur des investissements dans les mines, les manufactures textiles, les entreprises commerciales. Et il s'est fait des ennemis, suggéra Anna. Une multitude. Nicolas hocha la tête. Des associés qu'il a trompés, des débiteurs qu'il a ruinés, des concurrents qu'il a évincés du marché. La liste est longue. L'un d'eux était-il ici hier? Non. Mon père n'est revenu de Bath qu'hier matin. Aucune réunion n'était prévue. Mais quelqu'un savait qu'il était là. Nicolas fronça les sourcils. C'est possible, bien que son retour ait été soudain.
Même moi, je ne savais pas qu'il arrivait. Pourquoi est-il revenu plus tôt que prévu? Il ne l'a pas dit. Il a envoyé une note de Bath il y a 3 jours. Il écrivait qu'il y avait des affaires urgentes nécessitant sa présence. Pas plus de détails. Anna réfléchit. Donc quelque chose l'a forcé à revenir. Quelque chose d'important. Ou quelqu'un. Vous raisonnez comme un détective, mademoiselle Evans, remarqua Nicolas avec un léger sourire. Je raisonne comme une personne qui a quelque chose à perdre, répondit-elle. Si votre innocence n'est pas prouvée, je serai complice de mensonges. Cela ne fait pas partie de mes plans. Et quels sont vos plans? La question était personnelle, mais elle répondit honnêtement, survivre. M'assurer un avenir décent. Peut-être un jour ouvrir ma propre pension ou une école pour filles. Elle haussa les épaules. Des rêves modestes, je sais. Des rêves honnêtes, corrigea-t-il. Et raisonnables. Bien plus raisonnables que de jouer au détective avec un vicomte suspect. Anna faillit sourire. Eh bien, milord, nous faisons tous des choses déraisonnables parfois. Quelque chose passa dans ses yeux. Quelque chose de chaleureux, presque amical. On dirait bien. Ils restèrent silencieux. La pluie tambourinait contre les fenêtres. Une porte claqua quelque part dans la maison. La vie continuait, malgré la mort. Nous devons trouver les lettres de mon père, dit enfin Nicolas. Ou ses notes. Quelque chose qui explique pourquoi il est revenu. Qui il a rencontré, qui il menaçait ou qui le menaçait. Où gardait-il habituellement sa correspondance? Dans son bureau, mais le constable l'a scellé. Il m'est interdit d'y entrer jusqu'à la fin de l'enquête. Mais pas à moi, remarqua Anna. Je suis la gouvernante. J'ai accès à toutes les pièces pour le nettoyage. Nicolas la regarda attentivement. Vous suggérez de briser le sceau du constable? Je suggère de faire mon devoir, corrigea-t-elle. Le bureau doit être nettoyé, remis en ordre. Si par hasard je découvre quelque chose d'important, eh bien, je suis tenu d'en informer le maître de maison. Un lent sourire étira les lèvres de Nicolas. Le premier vrai sourire qu'Anna voyait sur son visage. « Mademoiselle Evans, dit-il, vous êtes une femme dangereuse. On dit que je suis simplement pratique, milord. La praticité est une bonne chose. » Il se leva, s'approcha de la fenêtre. « Faites-le aujourd'hui. Dans la journée, quand le constable sera parti, cherchez tout ce qui vous semble inhabituel. Lettres, notes, factures. Toute mention de nom ou de rendez-vous. Et si je ne trouve rien, alors nous chercherons ailleurs. Nous parlerons aux gens qui auraient pu voir ou entendre quelque chose. » Il se tourna vers elle. « Mais nous trouverons le meurtrier, mademoiselle Evans, je vous le promets. » Anna se leva, lissant sa jupe. « J'espère que vous avez raison, milord. Pour nous deux. » Elle se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. « Mademoiselle Evans? » « Oui ?» Il hésita, cherchant ses mots. « Merci. De m'avoir cru, de prendre ce risque. Je ne l'oublierai pas. » Anna le regarda, cet homme qu'elle considérait encore la veille, comme un simple maître, distant et inaccessible. Aujourd'hui, il était autre chose. Un allié, un complice. Peut-être même un ami? Non, pas un ami. C'était trop dangereux de penser en ces termes. « Ne me remerciez pas trop tôt, milord, » répondit-elle. « Attendons de voir comment tout cela se terminera. » Et elle sortit, refermant la porte derrière elle. Nicolas resta seul dans la bibliothèque. Il s'approcha de la table, prit la bourse d'argent qu'elle n'avait pas voulu prendre. Il la soupesa dans sa paume. Une femme inhabituelle, cette Anna Evans, différente de toutes celles qu'il avait rencontrées. Elle ne cherchait pas à plaire, ne le flattait pas, ne se pliait pas à son titre. Elle se tenait avec une dignité que l'argent ne pouvait acheter. Et elle avait raison. Ils jouaient un jeu dangereux. Un jeu qui pouvait leur coûter tout à tous les deux, mais ils n'avaient pas le choix. Le véritable assassin était quelque part, tout près, dans cette maison, ou dans le village.
quelqu'un qui avait frappé son père et s'était enfui, laissant Nicolas sous le coup des soupçons. Et il trouverait cette personne, coûte que coûte, même s'il devait pour cela faire confiance à une gouvernante aux yeux intelligents et au passé mystérieux. Même si cette confiance s'avérait être la plus grande erreur de sa vie. Le constable Harrison partit après-midi, promettant de revenir le lendemain pour poursuivre ses interrogatoires. Anna observa depuis une fenêtre du premier étage sa voiture disparaître derrière les grilles du domaine, engloutie par le brouillard gris qui s'étendait sur les landes. Le moment était venu. Elle descendit au rez-de-chaussée, avec un seau, des chiffons et des brosses, tout le nécessaire pour le nettoyage. M. Pemberton la croisa dans le hall, lui jetant un regard sévère. « Mademoiselle Evans, êtes-vous sûre d'être prête ?» demanda-t-il doucement. « Le bureau, il y a encore des traces. »« Je m'en chargerai, Monsieur Pemberton, » répondit fermement Hannah. « La pièce ne peut pas rester dans cet état. C'est un manque de respect à la mémoire de sa seigneurie. » Le majordome hocha la tête avec approbation. « Vous avez raison. Très bien. Mais si vous avez besoin d'aide, appelez une des femmes de chambre. Je vous remercie. » Elle se dirigea vers l'ailesse et s'arrêta devant la porte du bureau. Le sceau du constable, une pastille de cire rouge avec l'empreinte d'une couronne, pendait à la poignée, interdisant l'entrée. Anna regarda autour d'elle. Le couloir était vide. Les domestiques étaient occupés à leurs tâches. Elle brisa délicatement le seau de manière à pouvoir dire plus tard qu'elle l'avait accidentellement heurté avec son seau et entra. Le bureau l'accueillit avec une odeur lourde d'air confiné, de tabac et de quelque chose d'autre, de métallique et doucereux. Le tapis avait été enlevé, sans doute emporté par le constable comme pièce à conviction. Sur le sol, là où gisait le corps du vieux vicomte, une tache sombre restait incrustée dans les lattes de chêne. Anna posa son seau, ferma la porte et inspecta la pièce. Par où commencer ? Le bureau était l'endroit le plus évident. Elle s'approcha et commença à ouvrir méthodiquement les tiroirs. Dans le troisième, il y avait de la correspondance. Anna sortit une liasse de lettres, attachée par une ficelle. Elle la défit et commença à les parcourir. La plupart étaient des lettres d'affaires. Mais une lettre se démarquait. L'enveloppe était tête en papier coûteux, scellée de cire noire sans cachet. À l'intérieur, une courte note écrite d'une écriture soignée et impersonnelle, cotin 60, ni signature, ni date. Anna retourna la lettre, l'examinant sous tous les angles. Rien de plus. Mercredi, hier c'était mercredi. Le vieux vicomte avait donc un rendez-vous, à minuit, dans un certain Côte 61, que lui et l'expéditeur connaissaient. Mais il était mort vers 9h30. Il n'avait pas vécu assez longtemps pour s'y rendre. Ou bien le rendez-vous avait-il eu lieu plus tôt? Et était-ce là qu'il avait été tué? Anna plia la lettre et la glissa dans la poche de son tablier. Elle poursuivit ses recherches. Dans le tiroir du bas, elle découvrit un grand livre de comptes et une inscription étrange, faite 2 semaines plus tôt. Cote 62, 500 livres. Une somme énorme. Qui était J.K. et quel accord? Anna nota les initiales sur un bout de papier et continua son inspection. Les étagères de livres, le placard à liqueurs, rien d'inhabituel. La cheminée contenait des cendres, des bûches calcinées et des restes de papier brûlés. Quelqu'un avait brûlé des documents ici. Récemment, les cendres n'étaient pas encore complètement froides. Elle les remua prudemment avec un tisonnier. La plupart du papier était réduit en cendres, mais un morceau tombé sur le côté était partiellement conservé. Elle le sortit, secoua la cendre. Quelques mots, écrits à la hâte. « Ne pouvez pas me forcer. Le scandale vous détruira aussi. Je connais la vérité sur... » Le reste du texte était brûlé. Une menace. C'était clairement une menace. Anna plia le fragment, le cacha avec la lettre. Elle se releva, le cœur battant. Elle avait trouvé quelque chose. Pas le tableau complet, mais des pièces du puzzle. Il fallait maintenant montrer cela à Nicolas. Elle prit son seau, fit semblant de laver le sol, au cas où quelqu'un n'entrerait. Mais personne n'entra.
Une demi-heure place à Sassak. Une demi-heure plus tard, elle termina, sortit le seau et ferma la porte du bureau. Le seau était brisé. Demain, le constable le remarquerait. Mais elle dirait une partie de la vérité. Qu'elle l'avait heurté accidentellement en nettoyant. Qu'elle ne pensait pas que c'était si important. Avec un peu de chance, il la croirait. Nicolas la trouva dans l'office, une petite pièce au rez-de-chaussée, où étaient stockées les réserves de savon, de bougies et de tissus. Au bruit de ses pas, elle se retourna. Il se tenait sur le seuil, et même dans son costume de deuil noir, il était impressionnant. « Milord, dit-elle en posant sa plume. Mademoiselle Evans. » Il entra, ferma la porte. « Vous étiez dans le bureau ?»« Oui, et ?» Pour toute réponse, elle sortit de sa poche la lettre et le fragment de papier brûlé. Elle les lui tendit. Nicolas les prit, les lut. Son visage s'assombrit à chaque mot. « Un rendez-vous à minuit, » murmura-t-il. « Mercredi. Mais il est morte avant. » Exactement, acquiesça Anna. Peut-être que le rendez-vous a eu lieu plus tôt, ou que le meurtrier est venu avant minuit, sachant que le vicomte serait seul. Quatre 114, répéta Nicolas en étudiant la lettre. Où cela pourrait-il être? Votre père avait-il un endroit où il rencontrait des gens en secret? Nicolas réfléchit, se frottant le menton. Il y avait un vieux relais de chasse, dans les bois, à 1 mille de la maison. Mon père l'utilisait parfois pour des rencontres délicates, celles dont les domestiques ne devaient rien savoir. Il faudrait y jeter un œil. Ce soir, après le coucher du soleil, il la regarda. « Viendrez-vous avec moi ?» Anna hésita, c'était dangereux. Mais elle avait déjà franchi trop de limites pour s'arrêter maintenant. « J'irai, » accepta-t-elle, mais discrètement. Il ne faut pas que les domestiques nous voient ensemble. Judicieux. Nicolas plia la lettre, la cacha dans la poche intérieure de sa redingote. « Rendez-vous à l'entrée de service à 8 heures. Couvrez-vous bien, il fait froid dans les bois. » Il s'apprêtait à partir, mais Hannah l'arrêta. « Milord, il y a à autre chose. » Elle lui parla de l'inscription dans le livre de compte. Des 500 livres versés à un certain J.K. Nicholas fronça les sourcils. J.K. Jacob Curtis. Non, James Kingston. L'avocat, mais... Il s'interrompit, puis releva brusquement la tête. Joanna Carlyle. Qui est-ce aussi? Nicolas se détourna, et Hannah vit ses épaules se raidir. Une veuve. Elle vit au village, à 1 mille d'ici. Mon père... Il s'arrêta, cherchant ses mots. Ils ont eu une liaison, il y a de nombreuses années, avant ma naissance. Puis elle s'est mariée, a déménagé à York. Mais après la mort de son mari, elle est revenue ici il y a 2 ans. Anna resta silencieuse, digérant l'information. Et votre père a repris ses relations avec elle? Je ne sais pas. Il n'en a jamais parlé. Mais s'il lui versait de l'argent, Nicolas serra les poings. Soit elle le faisait chanter, soit il l'aidait financièrement. Ou les deux, ajouta Hannah. Il l'aidait, et elle en demandait plus. Leurs regards se croisèrent, et dans ses yeux, elle vit ce qu'elle ressentait elle-même. Ils approchaient de quelque chose, d'une solution, ou de secrets encore plus grands. « Il faut lui parler, » dit Nicolas. Mais prudemment, si elle est impliquée dans le meurtre. Je sais. Il passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant. Mon Dieu, quelle toile d'araignée! Rendez-vous secret, paiement, menace? Qui était vraiment mon père? Anna ne sut que répondre. Elle voyait la douleur dans ses yeux, celle d'un homme qui découvre qu'il ne connaissait pas son propre père, que sous le masque de l'aristocrate respectable se cachait quelque chose de sombre, de complexe. « Les gens sont compliqués, milord, » dit-elle doucement, « même ceux que nous pensons connaître. » Il la regarda, et dans ce regard, il y avait tant de gratitude que son cœur se serra. « Vous avez raison, » dit-il à voix basse. « Merci, mademoiselle Evans, pour votre compréhension, pour tout. »
L'instant s'étira entre eux. Un moment étrange, intime. De proximité qui n'aurait pas dû exister entre un vicomte et une gouvernante. Anna recula la première, baissant les yeux. « Je dois retourner à mes tâches, milord. À ce soir. »« À ce soir », répéta-t-il en écho. Et il sortit, la laissant seule dans l'office, le cœur battant et dépensé, qu'elle avait peur d'admettre. Le soir vint rapidement. Anna enfila la robe la plus sombre qu'elle possédait, d'une teinte prune profonde, pratique, avec de longues manches et un col montant. Elle jeta sur ses épaules un chaud châle de laine. À 8 heures, elle descendit par l'escalier de service et sortit par l'entrée arrière dans le jardin. La nuit était sombre, sans étoiles. Nicolas l'attendait déjà, une silhouette obscure près du mur de la maison. « Vous êtes venu, » dit-il alors qu'elle s'approchait. « J'ai donné ma parole, » répondit Hannah. Il hocha la tête, alluma une lanterne. La faible lumière éclaira son visage. « Allons-y, » dit-il, et restez près de moi. La forêt est dangereuse la nuit. Ils sortirent du jardin et s'enfoncèrent dans la forêt. Nicolas marchait devant, éclairant le chemin. Le sol était glissant. Plusieurs fois, elle faillit tomber, mais à chaque fois, Nicolas se retournait, lui tendant la main pour l'aider. « C'est encore loin ?» demanda-t-elle après une quinzaine de minutes de marche. « Nous y sommes presque, là-bas. » Il montra du doigt. À travers les arbres, on devinait une petite construction en pierre. Le relais de chasse. Ils s'approchèrent. La porte était entr'ouverte. Nicolas y entra, suivi par Hannah. Le relais se composait d'une seule pièce. Une cheminée, quelques bancs, une table. Une odeur de moisi et de sang. Anna le vit en même temps que Nicolas. Sur le sol, près de la cheminée, une tache sombre, fraîche, pas encore complètement sèche. « Mon Dieu !» souffla Nicolas. « C'est ici, c'est arrivé ici. » Il s'agenouilla pour examiner la tache. Anna fit le tour de la pièce. Sur la table, 2 verres. Dans l'un, un reste de vin. Le second était vide, mais portait une trace de rouge à lèvres sur le bord. « Milord » appela-t-elle. « Regardez. » Nicolas s'approcha, prit le verre. « Une femme. Il y avait une femme ici. »« Johanna Carlyle » suggéra Anna. « C'est possible. Ou quelqu'un d'autre. Mon père avait peut-être plus de secrets que je ne le pensais. » Ils continuèrent leurs recherches. Anna découvrit dans la cheminée, parmi les cendres, un morceau de tissu calciné, de la soie, rouge foncé. « Quelqu'un a brûlé quelque chose, » dit-elle en montrant sa trouvaille. Pour détruire les preuves, il serra les mâchoires. L'assassin est donc revenu ici après le crime, mais il n'a pas vu le sang sur le sol. Oui, ou il l'a vu, mais n'a pas pu le nettoyer dans l'obscurité. Ils réfléchirent en silence. « Nous devons en parler au constable, dit enfin Hannah. « Non, trancha Nicolas, pas encore. Si nous lui en parlons, il demandera comment nous connaissions cet endroit. Comment nous avons trouvé la lettre. Notre histoire s'effondrera. Il pourrait penser que c'est nous qui avons tout mis en scène. » Hannah n'y avait pas pensé. Il avait raison. Alors, que faisons-nous? Nicolas regarda la tache de sang. Nous trouvons Johanna Carlyle. Nous lui parlons. Si elle était ici cette nuit-là, elle sait ce qui s'est passé. Il regarda Anna. Pourriez-vous lui rendre visite? En tant que gouvernante, sous un prétexte quelconque? Je peux. Je peux lui présenter les condoléances de la maison. Lui offrir de l'aide si elle en a besoin. Bien. Faites-le demain. Soyez prudente. N'insistez pas. Observez, écoutez. Anna hocha la tête. C'était un risque. Mais ils étaient allés trop loin pour reculer. Ils sortirent du relais. Le chemin du retour fut silencieux. Lorsqu'ils atteignirent le jardin, Nicolas s'arrêta. « Mademoiselle Evans, appela-t-il doucement, je sais que je vous en demande beaucoup, que je vous mets en danger. Si vous voulez vous retirer, c'est votre dernière chance. Je ne vous en voudrais pas. »
Anna le regarda. Cet homme qui aurait pu lui ordonner n'importe quoi, mais qui lui donnait le choix. « Je reste, » dit-elle fermement. « Nous avons commencé cela ensemble. Nous le finirons ensemble. » Un soulagement se peignit sur son visage. « Merci, » murmura-t-il. « Merci, Anna. » Il l'avait appelée par son prénom. Pas Patikoto Sangos, mais Anna. Quelque chose tressaillit dans sa poitrine. « Bonne nuit, milord, » dit-elle en reculant. « Nicolas, » corrigea-t-il. « Quand nous sommes seuls, appelez-moi Nicolas. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Bonne nuit, Nicolas. » Et elle partit, avant de faire une bêtise. Nicolas resta dans le jardin, la regardant s'éloigner, avec un sentiment qu'il n'aurait pas dû éprouver. Un sentiment qui grandissait de jour en jour, à chaque rencontre. Un sentiment qui pouvait les détruire tous les deux, mais qu'il ne pouvait déjà plus arrêter. Le lendemain matin commença par une mauvaise surprise. Le constable Harrison arriva avant l'heure prévue. Hannah le vit dans le hall parlant à M. Pemberton. « Le seau est brisé », disait Harrison, mécontent. « Quelqu'un est entré dans le bureau après que je l'ai scellé. » Le cœur d'Hannah rata un battement. Pemberton la remarqua et lui fit signe. « Mademoiselle Evans. » Le constable Harrison se demande qui a pu entrer dans le bureau du défunt vicomte. Hannah s'approcha, regardant le constable avec un air de légère surprise. « Dans le bureau, monsieur. » « Mais n'était-il pas scellé ?»« Il l'était, » dit Harrison en la fixant. « Mais le sceau ait été brisé. » Hannah fit semblant de se souvenir. « Ah, oui. »« Pardonnez-moi, ce doit être ma faute, monsieur. Hier, en nettoyant le couloir, j'ai heurté la porte avec mon seau. Le seau était si fragile. Je ne pensais pas que c'était si important. » Elle parlait avec un regret si sincère que Harrison parut s'adoucir. « Soyez plus prudente la prochaine fois, mademoiselle Evans, » grogna-t-il. « Ce sont des preuves importantes. » Le constable se tourna vers Pemberton. « Je dois parler au jeune vicomte. Est-il disponible ? » « Sa seigneurie déjeune dans la salle à manger. Je vous y conduis. » Ils s'éloignèrent et Hannah souffla de soulagement. Elle s'en était tirée. Mais pour combien de temps ? Dans le couloir, une des femmes de chambre, Susanna, l'intercepta. « Hannah, tu as entendu ?» chuchota-t-elle, excitée. « Madame Carlyle est venue ce matin, très tôt, avant l'aube. Elle exigeait de voir le jeune vicomte. » Hannah se figea. « Joanna Carlyle. Ici ? Oui. » Monsieur Pemberton ne l'a pas laissée entrer. Elle était furieuse, criait quelque chose à propos de dettes et de promesses. Il a fallu appeler les palefreniers pour la raccompagner aux grilles. Hannah digérait l'information. Joanna savait donc pour la mort du vicomte. Et sa première réaction avait été de venir ici, exiger une rencontre. Exiger quoi ? De l'argent ? Il fallait en parler à Nicolas. L'occasion se présenta l'après-midi. Elle se rendit au village pour des provisions. Le village de Ravensford était une simple rue bordée de quelques dizaines de maisons. Une église, une auberge, une épicerie. Un village rural ordinaire où tout le monde connaissait tout le monde. La mort du vicomte était sur toutes les lèvres. En sortant de l'épicerie, Hannah vit une silhouette familière. Nicholas Blackwood se tenait près de l'église, discutant avec le curé. Il la remarqua et se dirigea vers elle. « Mademoiselle Evans, » dit-il formellement. « Vous faites des courses ? » ?»« Oui, milord. »« Bien. » « Le père Whitmore aimerait vous voir au sujet du repas funéraire. Avez-vous une minute ? » C'était un prétexte. Hannah comprit aussitôt. « Bien sûr, milord. » Ils contournèrent à l'église jusqu'à un petit jardin isolé. « Joanna Carlyle est venue au domaine, » dit-il sans préambule. « Elle criait que mon père lui avait promis de l'argent, des versements réguliers. Donc, les 500 livres n'étaient pas une aide ponctuelle. Non. Apparemment, il la payait depuis des années. Mon Dieu, pourquoi ? Pour son silence. De quoi le faisait-elle chanter ? Hannah réfléchit. Et si ce n'était pas elle qui le faisait chanter, mais lui qui l'aidait, par souvenir de leur ancienne liaison ? C'est possible. Mais alors pourquoi cette colère ? Sauf si elle y avait droit.
Anna le regarda attentivement. « Milord. » Nicolas. « Et si votre père avait eu un enfant d'elle? Un enfant illégitime. Et qu'il payait pour son entretien ?» Nicolas se figea, les yeux écarquillés. « Un enfant !» répéta-t-il lentement. « Grand Dieu, cela expliquerait beaucoup de choses. Les paiements réguliers, ses exigences, sa fureur à l'idée que l'argent cesse d'arriver. Il faut vérifier. A-t-elle des enfants? Je ne sais pas. Sa maison est à la lisière du village, près du moulin. Je peux essayer de me renseigner, proposa Anna. En interrogeant les femmes du village. Ils étaient trop proches pour un vicomte et une gouvernante. Elle recula. Je dois y retourner. Will m'attend avec la voiture. Bien sûr. Nicolas recula aussi, sa voix redevenant formelle. Tenez-moi informé si vous apprenez quelque chose de nouveau. Certainement, milord. Elle s'empressa de partir, sentant son regard dans son dos. C'était dangereux, non seulement à cause de l'enquête, mais à cause de ce qui se passait entre eux. Elle ne pouvait pas se permettre de tomber amoureuse de lui. Elle ne le pouvait pas. Mais son cœur, semblait-il, n'écoutait pas la raison. Le soir, à la cuisine, Anna lança la conversation sur Johanna Carlyle. « Elle a un fils, » intervint Will, le palefrenier. « Edward, il a environ 25 ans. Il travaille au moulin. 25 ans, songea Anna. Si c'était l'enfant illégitime du vieux vicomte, à quoi ressemble-t-il cet Edward? Demanda-t-elle nonchalamment. Will haussa les épaules. Un gars ordinaire, cheveux sombres, grands, forts, cheveux sombres, comme les Blackwood. Et son caractère, poursuivit Anna. Taciturne. Peu sociable, répondit Priscilla, une autre femme de chambre. Mais on dit qu'il devient agressif quand il a bu. Il s'est battu à l'auberge une fois. Il a failli estropier un homme. Agressif. Anna sentit un frisson la parcourir. À la fin du dîner, elle en savait assez. Johanna Carlyle avait un fils d'origine incertaine, au caractère violent et doté d'une force suffisante pour tuer un homme d'un seul coup. Le mobile, l'opportunité et le secret de sa naissance qui pouvaient tout expliquer. Elle devait en parler à Nicolas. Demain. La tempête était proche. Anna le sentait au plus profond de son être. Et quand elle éclaterait, personne n'en sortirait indemne. Le lendemain matin, Anna fut réveillée par des coups à sa porte. C'était Susanna, pâle et effrayée. « Le constable Harrison est là. Il veut que tous les domestiques se rassemblent dans le grand hall, immédiatement. Il dit qu'il va y avoir une fouille. » Une fouille? Le cœur d'Anna se serra. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il a amené 2 assistants. Et il a l'air très sérieux. Anna s'habilla rapidement, les mains tremblantes. Une fouille. Que cherchait-il? Elle descendit dans le grand hall où tout le personnel était déjà rassemblé. Le constable leva la main pour demander le silence. « Je vous remercie de vous être réunis. Comme vous le savez, j'enquête sur le meurtre du vicomte Blackwood. J'ai été informé hier qu'une importante somme d'argent a disparu du domaine la nuit du décès. Nous allons aujourd'hui procéder à la fouille de toutes les pièces. La fouille dura plus d'1 heure. Enfin, les assistants du constable revinrent. L'un d'eux murmura quelque chose à l'oreille de Harrison. Le visage du constable s'assombrit. « Will Turner !» appela-t-il. « Approchez. » Le jeune palefrenier pâlit. « Oui, monsieur, ceci est à vous. » Harrison lui tendit une bourse en cuir. « Je ne l'ai jamais vue, monsieur. Étrange. Mes hommes l'ont trouvée sous votre lit. Et à l'intérieur, il y a 50 livres. » Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée. Will vacilla. « Ce n'est pas à moi, je le jure. Quelqu'un l'a mise là. »« Arrêtez-le, » ordonna Harrison. Will fut emmené, pleurant et jurant son innocence. Anna savait que c'était un coup monté. Mais par qui et pourquoi? Quand le constable fut parti, Anna se dirigea vers la bibliothèque. Mais dans le couloir, Priscilla l'arrêta. « Mademoiselle Evans, chuchota-t-elle, je dois vous dire quelque chose.
C'est important. Elles allèrent dans l'office. « J'ai vu quelque chose cette nuit-là, » murmura Priscilla. « Quand le vicomte est mort, j'étais de service. Vers 11h30, j'ai entendu des voix dans le bureau. Un homme et une femme. Ils se disputaient. Une femme ? Anna la saisit par le bras. Qui était-ce ? Je ne sais pas. Je n'ai pas osé m'approcher. Mais la femme criait quelque chose à propos d'argent, de promesses. Puis j'ai entendu un bruit de coups, un fracas, le silence. Priscilla tremblait. J'ai eu peur et je me suis enfuie dans ma chambre. Pourquoi n'as-tu rien dit au constable ? J'ai peur. Et si le meurtrier apprend que j'ai vu quelque chose ? Tu dois parler, dit Hannah. Cela peut t'aider à trouver le vrai coupable et à sauver Will. Priscilla se mit à pleurer, hochant la tête. Je sais, je parlerai au constable. Je le promets. Anna trouva Nicolas dans la bibliothèque et lui raconta la conversation. Il pâlit en l'écoutant. Une femme, répéta-t-il, dans le bureau de mon père la nuit du meurtre, se disputant pour de l'argent. Johanna Carlyle, murmura Hannah. Ce doit être elle. Nicolas serra les poings. Nous allons la voir, tout de suite. Ils sellèrent sur des chevaux et galopèrent vers le cottage près du moulin. La pluie se mit à tomber. La lumière était allumée chez Johanna. Nicolas frappa à la porte. Johanna ouvrit elle-même. En voyant Nicolas, son visage se décomposa. « Milord, murmura-t-elle, je savais que vous viendriez. »« Laissez-nous entrer, » dit froidement Nicolas. « Nous devons parler. » Ils entrèrent dans le salon. « Vous étiez au domaine cette nuit-là, » commença Nicolas, « après votre rencontre au relais de chasse. Vous êtes retourné au bureau voir mon père. » Johanna ferma les yeux. « Oui. Pourquoi ? » « Parce que je ne le croyais pas, » dit-elle, les yeux pleins de larmes. « Il avait promis de l'argent à Edward tant de fois. J'ai décidé que cette fois, je le prendrais moi-même, avant qu'il ne change d'avis. » Et que s'est-il passé ? Johanna sanglota. Je suis retourné au domaine. Je me suis glissé par l'entrée de service. Il était là, près du coffre-fort. J'ai exigé l'argent. J'ai dit que j'étais fatigué d'attendre. Et il a refusé ? Non. Il a accepté de le donner. Mais il a dit qu'il le ferait le lendemain matin, officiellement, par l'intermédiaire du notaire. Johanna se mit à pleurer. Mais je ne voulais pas attendre. J'ai saisi son bras, exigeant qu'il ouvre le coffre immédiatement. Il m'a repoussé. Je suis tombé. J'étais en colère. J'ai attrapé le chandelier sur la table. « Et vous l'avez frappé ?» termina doucement Hannah. « Non !» Johanna secoua la tête avec véhémence. « Je voulais juste lui faire peur. J'ai levé le bras, mais il s'est retourné brusquement et le chandelier l'a heurté à la tête. Il est tombé. Le sang !» Sa voix se brisa. Il y en avait tellement. Nicolas se tenait immobile, la fixant. « Vous avez tué mon père. C'était un accident. Je le jure. Je ne le voulais pas. » Johanna tomba à genoux. J'ai essayé de l'aider, mais il ne respirait plus. J'ai eu peur. J'ai ouvert le coffre, j'ai pris l'argent et je me suis enfui. Et ensuite, vous en avez glissé une partie à Will, ajouta Nicolas avec dégoût, pour détourner les soupçons. Johanna resta silencieuse, la tête baissée. La porte s'ouvrit brusquement. Sur le seuil se tenait Edward, trempé par la pluie. « Mère ?» Il la regarda, incrédule. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas... » Johanna éclata en sanglots, tendant les mains vers lui. « Pardonne-moi. Je l'ai fait pour toi, pour nous, pour que tu aies un avenir. »« Tu as tué mon père !» cria Edward. « Mon père, que je n'ai jamais connu, qui voulait enfin me reconnaître. » Il s'écarta de sa mère, se collant au mur. Nicolas s'approcha de lui, posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute, » dit-il doucement. « Tu n'es pas responsable de ces actes. » Edward le regarda à travers ses larmes. « Il voulait vraiment me reconnaître. Oui, j'ai trouvé un projet de testament dans ses papiers. Il te laissait de l'argent et des terres. Il voulait te donner un nom autant que possible.
Nicolas lui serra l'épaule. « Tu es mon frère, et je veux que tu reçoives ce qui te revient. » Le constable fut appelé immédiatement. Johanna avoua tout. Elle fut arrêtée. Le procès fut rapide. La sentence, 20 ans de travaux forcés pour homicide involontaire, et Volwill fut libéré. Nicolas tint la promesse de son père, faisant d'Edward le régisseur d'un de ses domaines, et lui attribuant des terres. L'affaire était classée. Après les funérailles, la vie au domaine reprit lentement son cours. Nicolas devint le vicomte Blackwall, et Hannah resta la gouvernante. Ils ne s'étaient plus parlé en privé depuis ce soir-là chez Johanna. Un abîme semblait les séparer, jusqu'à ce qu'un soir, on frappa à la porte de sa chambre. Hannah ouvrit et se figea. Nicolas se tenait sur le seuil. « Milord, murmura-t-elle, vous ne devriez pas. »« Je me fiche de ce que je devrais faire, » coupa-t-il. « Hannah, je n'en peux plus. Je ne peux plus prétendre qu'il n'y a rien entre nous. » Elle recula. « Nicolas, c'est impossible. Vous êtes un vicomte. Je suis une gouvernante. Tu es la femme que j'aime, » dit-il en entrant et en fermant la porte. La femme qui a tout risqué pour la vérité, qui est restée à mes côtés quand personne d'autre ne l'aurait fait, qui m'a vu comme un homme et non comme un titre. Les larmes lui brûlaient les yeux. La société n'acceptera jamais. « Au diable, la société !» dit-il en lui prenant le visage entre ses mains. « Hannah, au cours de ces dernières semaines, j'ai compris une chose. Le titre, la richesse, le statut, tout cela ne signifiait rien sans toi. Tu es devenu mon air, ma lumière, mon foyer. Nicolas. » Il s'agenouilla là dans sa minuscule chambre sous les toits. « Épouse-moi, deviens ma femme, ma vicomtesse, ma partenaire, l'amour de ma vie. » Hannah le regarda à travers ses larmes. « C'est de la folie, la plus belle folie de ma vie. » Il prit sa main, dit oui. Et elle, oubliant la raison, les préjugés, l'impossible, écouta son cœur. Oui, il se releva d'un bond, la souleva, la fit tournoyer. Il riait et pleurait en même temps. Puis il l'embrassa. Et dans ce baiser, il y avait la promesse d'une vie entière d'amour. 6 mois plus tard, le printemps arriva doucement dans le Yorkshire. Hannah se tenait devant l'autel de l'église dans une simple robe de couleur crème. Des fleurs fraîches dans les cheveux. À ses côtés, Nicolas, les yeux remplis d'amour. Les invités étaient peu nombreux. Edward Carlyle était assis au premier rang, souriant. Les domestiques remplissaient les bancs du fond. « Je vous déclare mari et femme ?» Et Nicolas embrassa sa nouvelle épouse. Ils sortirent de l'église sous une pluie de pétales de roses. « Heureuse ?» demanda-t-il en lui baisant la main. « Follement », avoua-t-elle. Le soir, dans la chambre des maîtres, il la tenait dans ses bras. « Ma vicomtesse » murmura-t-il. « Ta Hannah » corrigea-t-elle. Simplement Hannah, pour toujours. Et alors qu'ils s'unissaient, Hannah comprit qu'elle avait trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Un foyer, l'amour, un endroit où elle était acceptée pour ce qu'elle était. Dans le cœur de l'homme qui avait acheté son silence, mais n'avait pas pu faire taire ses sentiments.